en quoi ça consiste. Alors, premièrement, je voudrais remercier évidemment tout le monde, notamment professeur Khaled Abid, pour cet événement d'une grande rareté et d'une grande importance qui consiste à étudier les représentations artistiques ou les imageries artistiques du corps propre à travers l'art, le design ou différents types d'expériences. Donc, pour ma présentation, je voudrais étudier la question de l'imagerie artistique du corps propre à travers l'expérience d'individuation de Carl Gustav Jung dans son opus majeur, le Livre rouge ou Liber Novus. Je me tourne, est-ce que je commence ou... Je vais commencer. Donc, Carl Gustav Jung, en fait, est l'un des penseurs majeurs du XXe siècle. Alors, tout le monde ici connaît un petit peu Sigmund Freud, en fait, tout le monde connaît Sigmund Freud. Eh bien, Carl Gustav Jung, c'est, en psychanalyse, on a trois grandes écoles. L'école freudienne, l'école jungienne et l'école lacanienne. D'accord, Lacan et donc, Jung, c'est entre Freud et Lacan, et c'est une école à part, hein, c'est vraiment un symbole à part. Donc, 1875-1961, c'est l'un des penseurs majeurs du XXe siècle, connu pour avoir fondé la psychologie analytique qu'il appelle la psychologie des profondeurs. Donc, médecin, psychiatre, chercheur suisse, il se distingue, d'abord il vient d'une famille de grands érudits, hein. C'est une lignée de médecins. Son père est théologien, sa mère elle est dans la médium, elle est médium, hein. Donc le spiritisme et tout ça, il a grandi dedans. Et donc, Carl Gustav Jung était devenu, il a beaucoup travaillé en psychiatrie sur l'association des idées, ce qui a donné, en fait, il faut savoir que Carl Gustav Jung, il travaillait en même temps que les premières expérimentations, les surréalistes, les dadaïstes, etc., avaient commencé. L'écriture automatique, quoi qu'elle faisait sa décolonisation. Ça, c'est des concepts typiquement jungiens. Donc, il va travailler avec, il va rencontrer Freud en 1907, et cette rencontre va marquer le début d'une intense collaboration intellectuelle entre Freud et Jung, Freud voyant en celui-ci son successeur, son héritier, celui qui va sortir la psychanalyse du joug juif. Et donc, voilà, il était super. La première rencontre entre Jung et Freud a duré 13 heures de parole. Voilà. Et donc, ils vont se séparer quand même, ils vont se confronter, puis se séparer définitivement en 1913. La naissance de la psychologie analytique est indissociable de cette date, 1913, qui correspond à une crise existentielle et intellectuelle que va traverser Carl Gustav Jung après cette rupture avec Sigmund Freud. Donc ce moment va marquer une confrontation radicale avec son propre inconscient, une plongée dans les profondeurs psychiques qui donnera naissance à le Livre rouge. Là, ce que vous voyez au tableau, c'est une image, une photographie du Livre rouge sur le bureau de Carl Gustav Jung dans sa maison à Küstnacht, au bord du lac de Zurich, qui est actuellement le musée et la fondation Carl Gustav Jung. Donc c'est un ouvrage inclassable, mêlant journal introspectif, texte visionnaire, œuvre picturale. À travers ce livre, Jung expérimente, le livre en fait, c'est l'incarnation même du processus d'individuation dont je vais vous parler. Ce dialogue inconscient, c'est le dialogue conscient plutôt, avec l'inconscient, posant les bases de sa méthode qui est l'imagerie
imagination active et qui deviendra une pierre angulaire de la psychologie analytique. Alors, je vais me débarrasser de mes papiers et je vais vous parler de cette expérience de la psychologie analytique, c'est-à-dire que le colloque va s'intéresser aux imageries du corps propre à l'aune du vivant. À l'aune de, ça veut dire à la mesure du vivant ou au regard du vivant. Et là, on va voir des imageries artistiques du corps propre comme matrice structurante de perception, hein, comme corps touché et touchant, voyant et vu, etc., tel que défini par Merleau-Ponty. Et on va voir comment ce corps propre, qui se manifeste dans le biologique, dans l'organique, dans le médical, dans l'artistique, etc., comment il va se manifester philosophiquement et concrètement dans l'expérience de réalisation de soi. Voilà. Donc, 1913-1930, c'est la période de fabrication du livre rouge. Au cours de cette expérimentation, donc 1913-1930, c'est l'époque où Jung va se confronter avec son inconscient. D'accord ? Et donc, au cours de cette expérimentation, il va développer une technique qu'il va baptiser l'imagination active, qui permet d'élucider les processus intérieurs et de traduire les émotions en images et saisir les fantasmes souterrains. Alors, en quoi consiste l'imagination active ? Grosso modo, en fait, c'est une technique d'imagerie auto-induite, c'est-à-dire qu'il va penser à une vision, à un rêve, qu'il va se rappeler d'un truc, et il va suivre un petit peu de manière automatique ce que ça suggère en lui. Donc le corps devient un corps imaginal en fait. Donc il consigne les visions résultant de cette technique combinée à l'interprétation des rêves d'abord dans les cahiers noirs, puis il va les retranscrire dans un volume relié en cuir rouge qu'il va appeler le Liber Novus justement par rapport au cahier noir qu'il précisait. Il évoque cette technique d'imagination active en 1925 lors des séminaires du club psychologique de Zurich. Donc ce travail d'élaboration esthétisante est décrit par Jung comme étant, tout à l'heure je vous disais, à l'aune du vivant, c'est-à-dire à la mesure du vivant, mais là Jung c'est à l'épreuve du vivant. C'est vraiment une épreuve où l'élaboration esthétisante de son expérience, il l'a décrit comme étant nécessaire, certes, mais fâcheuse et pénible. Donc ça, c'est les cahiers noirs, en fait, où il consignait les visions, etc., et qu'il va retranscrire dans le livre rouge. Alors, le livre rouge, ou l'artification d'une œuvre alchimique. Alors là, j'utilise trois concepts. D'abord, le livre rouge en tant que structure, etc., le processus d'artification, c'est-à-dire le passage d'un objet qui était considéré comme du non-art, puisque Jung lui-même refuse complètement et catégoriquement que cette expérience soit considérée comme de l'art, parce qu'en réalité c'est de la psychanalyse, et donc le passage du non-art de Jung, le psychanalyste, le médecin, au statut d'artiste ou au statut donc, de créateur. Donc, l'œuvre, le livre rouge, peut être saisi comme une œuvre alchimique. Et ça, c'est très important. Quand il nous parle de ces années-là, de ces années 1913-1930, Jung va dire que ces années dont je vous ai parlé, pendant lesquelles j'étais tellement occupée par les images intérieures, ont été l'époque la plus importante de ma vie. Tout le reste en découle. C'est alors que tout a commencé et le détail de ce qui a suivi n'a pas la même importance. Ma vie tout entière a consisté à élaborer ce qui a fait jaillir alors de l'inconscient comme un flot énigmatique qui me submergeait et menaçait de me briser. Voilà pourquoi c'est fâcheux. Et il y a là une matière première,
l'appelée ma matière, à traiter pour laquelle l'espace d'une seule vie ne peut suffire. Tout ce qui est venu ensuite n'en a plus été que la mise en ordre extérieure, l'élaboration scientifique et l'intégration, ça c'est un concept typiquement jungien, l'intégration à la vie. Mais le germe lumineux qui renfermait tout, l'origine, c'était en ces temps-là. Alors voici une image de... alors le livre rouge, en fait, est demeuré secret, sinon limité à un cercle très réduit, pendant plusieurs années. Après la mort de Jung, qui ne souhaitait pas que ce livre-là soit publié, soit communiqué au public, mais qui n'a pas donné non plus d'instructions claires pour qu'il soit définitivement secret. Il a gisé dans un coffre de banque pendant plusieurs années, puis la fondation, la famille de Jung, les héritiers, ont décidé donc de le publier. Et parmi les éditions françaises, celle de l'Iconoclaste qui circule devant vos yeux. Donc là, c'est le sommaire, en fait, et le sommaire, c'est très important parce que ça vous montre un petit peu l'expérience, la voie de l'avenir, rencontre avec l'âme, l'expérience de la traversée du désert, la conception de Dieu, les images de l'errant, le serment aux morts, etc. Donc là, je vais vous montrer quelques images un peu parallèles à l'expérience de Jung, qu'on décrit par exemple avec l'abstraction lyrique. Là, c'est Marcel Duchamp avec, c'est la mariée, la mariée mise à nu, donc juste pour vous dire qu'on est habitué en histoire de l'art, en tant qu'artiste, sur les œuvres contemporaines, particulièrement celles abstraites, à faire très attention aux moindres petits symboles, parce que rien n'est aléatoire. Tout a une charge significative. Les estampes japonaises, etc. Là, je vous montre aussi la tête mécanique de Raoul Haussmann, parce que Raoul Haussmann fait partie du mouvement Dada à Zurich, et en fait, Tristan Tzara et ses compagnons étaient très proches de Jung, et ils se faisaient psychanalyser par Jung aussi. Hein. C'est probablement le cas de Tristan Tzara notamment. Donc, qu'est-ce qu'il dit Raoul Haussmann? Je voudrais dévoiler l'esprit de notre temps. Et ça, c'est un concept jungien aussi, le Zeitgeist. L'esprit du temps et l'esprit en contradiction avec l'esprit des profondeurs. Donc, je voudrais dévoiler l'esprit de notre temps, esprit de chacun dans son état rudimentaire. D'ailleurs, plus tard, la tête mécanique de Haussmann sera appelée l'esprit du temps et datée de 1919. Donc, deux révolutions zurichoises parallèles contre la raison bourgeoise, Dada d'un côté et Jung de l'autre. L'œuvre dadaïste symbolisant l'homme aliéné par la technologie et les normes sociales, la tête est hérissée de rêves, le rouage, des outils absurdes. J'ai pris alors une belle tête de mannequin en bois, j'ai ajusté des objets divers pour figurer ce que j'appelais l'esprit de notre temps. Un homme incapable de voir, d'entendre, de parler, dont le crâne n'est qu'une boîte à outils de la vie moderne. Donc, Dada va externaliser les archétypes de l'ombre, c'est-à-dire le chaos, l'absurdité de la vie contemporaine, de la vie moderne. Jung va explorer aussi l'intérieur de l'inconscient et il va découvrir que l'inconscient est formé d'archétypes qui sont des structures vides qu'on vient remplir par des mythes. Donc ça, si vous voulez, l'expérience de l'individuation, en fait, la réalisation de soi pour Carl Gustav Jung, c'est un processus très très long qui va mener la persona, c'est-à-dire le moi, qui est juste la partie apparente, la partie consciente en fait de l'appareil psychique. Le moi qu'il appelle la persona comme la persona, le masque social en fait, c'est la partie artificielle de notre être. Eh bien cette persona, elle doit
elle n'est pas en fait la totalité de la psyché. Ce qui constitue la totalité de la psyché, c'est le soi, qui est un centre unificateur, une totalité qui sera plus tard dessinée sous forme de mandala essentiellement. Et le soi, en fait, là-dedans, à part le moi, c'est-à-dire la persona, il y a l'ombre d'abord, l'ombre qui est la partie refoulée en nous. Et puis il y a l'anima et l'animus. L'anima, pour les mecs, en fait, vous avez tous un anima, c'est-à-dire votre partie féminine intérieure, et pour les femmes, c'est l'animus, c'est-à-dire la partie masculine intérieure. Alors, Jung, de son temps, c'était genré, alors anima pour l'homme et animus pour la femme, mais maintenant, avec la société transgenre, même les psychanalystes jungiens le disent, on a tous en chacun de nous une partie active qui est l'anima masculine et une partie sensible qui est l'anima, sensible l'anima, animus active masculine, qu'il faut, conjonction des opposés, qu'il faut réunir en fait. Et donc, il y a à part, alors l'autre invention, la grande invention de Carl Gustav Jung, c'est qu'il ne va pas s'arrêter à l'intention personnelle qui est formée par ces choses-là, persona, entre, anima, animus, il va falloir identifier et intégrer, mais il y a également l'inconscient collectif. L'inconscient collectif qui vient donc aussi, c'est des archétypes anciens qui ont l'archétype, comme l'archétype de la grand-mère, Ashtar, Tanit, la fécondité, etc. Toutes ces grandes figures-là qui nous ont Vénus, la beauté, etc. Bon. Donc, c'est des archétypes, c'est l'inconscient collectif. Alors, la publication en 2009 du livre rouge du psychiatre Carl Gustav Jung a entraîné une relecture de l'histoire de la psychologie analytique. Elle a également enclenché toute une série d'expositions de par le monde. Et ces œuvres visuelles semblent donc actuellement connaître un processus d'artification, c'est-à-dire que le statut de l'œuvre jungienne, qui est une œuvre alchimique à la base, va donc intégrer le monde de l'art et passer du statut de non-art à art et de non-artiste à artiste, s'appuyant sur les possibilités analytiques et épistémologiques offertes par le concept d'artification, par une analyse des expositions et du marché de l'art. Le discours des acteurs ont permis de considérer a posteriori les productions visuelles de ce psychiatre comme étant des œuvres d'art. Alors l'artification, en fait, c'est la résultante de l'ensemble des opérations que les acteurs, les organisations, les institutions, les curateurs, les critiques d'art, les musées, etc., même ensemble, c'est une fabrique, en fait, c'est une entreprise, où ces acteurs-là vont œuvrer à hisser, à élever le statut d'une œuvre d'art, d'une non-œuvre d'art, au statut d'une œuvre d'art. Alors voici comment Jung s'est fait connaître récemment. Donc à partir de 2010, une série d'expositions sera organisée de son œuvre. Alors, New York, Los Angeles, Washington, Zurich, Musée national des arts asiatiques Guillemets à Paris, Fondation Rodner, etc. Art et design, architecture, muséum, etc. Alors, ce qui est important à noter ici, c'est que pour reconnaître la valeur artistique de l'œuvre de Jung, ces musées-là, c'est pas le Louvre ou le British Museum, c'est pas le Metropolitan de New York. Ça, c'est des musées dont les collections, leurs propres collections à eux, c'est généralement c'est des collections soit de manuscrits, soit d'œuvres là le Musée national des arts asiatiques par exemple, ou celui de Los Angeles, c'est des musées spécialisés en art tibétain par exemple, parce que Jung, et quand ils exposent l'œuvre de Jung, c'est pour montrer à quel point Jung était versé dans les ésotérismes et dans les cultures tibétaines, bouddhistes, etc. Il y a même des fondations, et la Biennale de Venise. La Biennale de Venise, voilà. Ça c'est des images de la Biennale de Venise. Donc, il commence vraiment à trouver sa place parmi les artistes. Alors, en quoi ça consiste ce processus d'individuation que chacun de nous doit mener? C'est un voyage initiatique aux profondeurs de l'inconscient, la notion d'initiation, voyage initiatique, donc initiation,
elle renvoie à l'introduction dans l'inconscient. Alors là, c'est les mots de Jung, il dit plonger à l'intérieur. Merleau-Ponty parle du corps, la chair, ce corps-là, comme un pli du monde, Or, pour Jung, il s'agit de déplier le corps imaginal, etc., de déplier et de se laisser descendre dans les enfers. C'est des enfers où on va tomber dedans. Voilà, ce sont des mots jungiens pour décrire donc cette expérience de confrontation que chacun de nous doit faire avec son propre inconscient. Et cette confrontation avec l'inconscient va engendrer la réalisation de soi, c'est-à-dire l'intégration des parties de la psyché qui étaient refoulées, donc qui n'étaient pas visibilisées. Donc cette initiation va enclencher chez Jung un changement d'existence par quoi? Oui, les moyens sont très importants, par aventure, par découverte, par désorientation, par perte, par conditions psychiques naturelles du voyage. Ce sont là les conditions psychiques du voyage. C'est comme lorsque, en pleine mer, vous menez le voyage comme ça, et en pleine mer, vous faites l'expérience d'une grande tempête où vous risquez votre peau. Donc il y a cette notion de risque présent. Il ne s'agit pas d'une croisière, il ne faut pas croire que le voyage intérieur c'est une croisière d'esthétique des profondeurs. Ce n'est pas de l'art au sens premier d'artifice, mais c'est de la chair propre du monde à l'état brut de réalisation. Jung a essayé de transcrire le plus fidèlement possible sa corporéité, et le livre rouge est l'empreinte transcrite de l'œuvre en état de gestation. Donc ce voyage est décrit comme déstabilisant, comme une descente en enfer, mais au bout de ce voyage, l'aboutissement d'un long processus de transformation décrit d'une manière, alors bien qu'il vient de famille, de pasteurs, etc., mais il va décrire les choses de façon qu'il en avait marre du discours catholique et tout, et donc de ce Dieu, il va avoir une vision où Dieu va détecté chez en quelque sorte sur la cathédrale. Et donc, c'est à partir de cette. Il va faire une vision au sous-sol de la cave avec un phallus, un tronc d'arbre en chair, un phallus sur un trône, etc. Et ces visions-là vont bousculer les postulats en théorie. Donc, il va présenter ça d'une manière gnostique, hébride, critique, ésotérique. Alors c'est très, pour un médecin, Jung c'est un grand scientifique, c'est un érudit. Donc choisir la voie de l'invisible, de l'ésotérique pour un médecin, c'était pas du tout du mythique, etc. Donc ces états-là vont induire des changements qui renouvellent et transcendent les relations aussi bien à la raison qu'à la foi. Donc, cette alchimie psychique à l'œuvre est décrite par Jung comme étant une psychologie des profondeurs, donc qui se distingue de la psychanalyse freudienne, mais elle intègre la libido freudienne. En fait, pour Freud, la libido, c'est du sexe à l'état pur, c'est des pulsions sexuelles. Or, pour Jung, c'est pas possible, c'est pas que de la libido, c'est une énergie psychique fait à beaucoup de spiritualité, et on n'est pas fait que de pulsions sexuelles, refoulées. C'est-à-dire que le voyage intérieur et initiatique, selon nous, c'est pas juste une régression vers le type, vers la cesse, vers les trucs. Non, c'est une élévation en fait de l'âme, au contraire. Donc là, c'est quelques dessins, tous ces symboles-là, les moindres, là c'est des lettrines historiées ou dessinées. On voit le changement de couleur. Au départ, il y a beaucoup de noir, parce que le voyage initiatique d'individuation, de réalisation de soi, c'est un voyage alchimique. En alchimie, on a 4 œuvres, 4 opus. La Negrido, l'œuvre noire, c'est la partie quand on plonge dans l'inconscient, c'est une partie de désintégration.
enfin, d'indifférenciation en quelque sorte, où les éléments de la matière psychique, la matière première, sont indissociés. Et donc il y a beaucoup de serpents, de noirs, etc. Et petit à petit, en fait, plus il va vers l'œuvre, l'albedo, l'œuvre blanc, où les contraires sont visibilisés, vers la citrinitas, c'est l'œuvre jaune, c'est l'illumination, et à la fin il y a l'œuvre rouge, la rubido, qui est une phase d'intégration, de conjonction, le mariage mystique, il appelle ça, d'intégration donc des opposés. Alors c'est symbolisé par la colombe, par des couleurs riches, etc. Alors l'esthétique des profondeurs, comme c'est la psychologie des profondeurs, psychanalyse, le disciple de Jung, James Hillman, il va créer une branche de la psychologie analytique, la psychologie archétypale, où il va travailler sur un terme qui s'appelle l'esthétique des profondeurs, et qui, pour le concept elle se prête très bien comme matériau de lecture pour tous ceux qui s'aventurent à lire le livre rouge, notamment les artistes et les historiens de l'art. Ça, c'est la première. Le voyage commence au moment de l'ébranlement du moi, qui ne l'a pas conduit à abandonner. Jung n'a pas abandonné ni ses engagements scientifiques, ni sa vie de famille, parce que c'est une expérience psychotique. Lui, c'est un psychiatre, et il sait très bien reconnaître les psychoses. La confrontation avec l'inconscient, c'est de la psychose pure. C'est-à-dire qu'on peut complètement perdre la connexion avec la réalité. Et les artistes aussi se donnent à ce genre d'expérience. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de perdre le rapport avec la réalité. La preuve, alors je vous montre ici quelques écrits, mais vraiment un tout petit peu des écrits de Jung, parce que lui, il est tellement écrit. L'inconscient, le moderne. Attendez, je suis en train de revenir en arrière. Alors voilà, ça c'est quelques exemples des œuvres écrites par Jung. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Ça c'est juste quelques œuvres. Et là c'est un aperçu donc du livre rouge. Alors, Donjon, Drac, je vous lis quelques citations, là je vais finir, même pas 5 minutes. Donjon, dragon, serpent, mandala labyrinthique, ces gouaches flamboyantes sorties tout droit d'un univers psychédélique ornent cet incroyable manuscrit de cuir rouge pesant 5 kilos. Calligraphie sur un parchemin enluminé par l'auteur et connu sous le nom Liber Novus. Si l'on y ajoute son écriture gothique, l'ensemble évoque tout à la fois un grimoire médiéval et un traité kabbalistique. Donc, là je vous montre quelques images. Il a été réalisé sur plusieurs années, entre 1913 et 1930. La publication, la mise au public, c'est à partir de 2009, récent. Parce qu'il est resté secret jusqu'à récent. Ben, elle a été réalisée en 1913, mais Jung gardait ça comme matière personnelle, quoi. C'est vraiment l'expression de son voyage. Alors là, dans ce voyage, en fait, il va passer d'abord par la rencontre avec l'ombre. L'ombre, c'est l'archétype l'opposé. C'est-à-dire quand je regarde moi Khaled et que je dis Khaled me dérange, quelque chose chez Khaled me dérange, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en moi, à l'intérieur, qui est dérangeant et que je projette sur Khaled. Donc c'est des projections en fait, et que le travail consiste d'abord à repérer les failles en nous pour ne plus les projeter sur les autres en fait, pour se réaliser et arrêter de projeter nos problèmes sur les autres. Donc la phase de la rencontre avec l'ombre va être manifeste par des figures, différentes figures. Les serpents, là c'est une figure de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est l'ensemble de tous les archétypes, le dépôt de tout ce que l'humanité a vécu. Là, la figure a le héros, parce que dans l'anima, on a tous besoin d'un héros, d'un guerrier dans notre tête qui va. Donc là, il est représenté un peu. Là, c'est la confrontation avec l'inconscient. L'inconscient est dessiné comme un dragon.
Alors ça, c'est des œuvres azurales, par exemple. C'est un dieu lumière, en fait, c'est un dieu solaire qui exprime la phase d'illumination où d'un œuf va naître le dieu soleil. Ça, c'est la représentation de l'intention. Alors ces icônes-là, on les trouve beaucoup chez Paul Klee. Et Paul Klee, en fait, il connaissait Jung fatalement, parce que c'est le Bauhaus, quand il a, à part un voyage interrompu, etc., quand il s'est installé en Allemagne, et quand il a travaillé, il a enseigné à l'école du Bauhaus, Paul Klee connaissait très bien l'œuvre de Jung, puisque tous les artistes de l'école du Bauhaus, tous les artistes de l'école du Bauhaus étaient jungiens, et qu'ils connaissaient très très bien Jung, et que la théorie ou le processus d'individuation de Gustav Jung était connu, mais en plus, j'en suis certaine, les artistes passaient par le bureau, par le cabinet de Carl Gustav Jung. Alors pourquoi l'intention est représentée de cette manière très géométrique? Parce que c'est des cônes qui vont se relier. En fait, il faut plonger dans l'intention, plonger dans les profondeurs de l'intention, et c'est quand on plonge dans les profondeurs de l'inconscient qu'on va réaliser un travail d'élévation qui va nous permettre de tout intégrer par la suite et de se réaliser. Toujours des mandalas, en fait, qui représentent le soi, hein, des constructions mentales, donc du soi. Ça, c'est la dernière image du livre. Mes images ne sont pas ordonnées. Ça, c'est la dernière image. Et le livre rouge se termine sur cette image, inachevée, et sur une phrase, au beau milieu d'une phrase, il arrête toute écriture. Il reprend en 57, mais pas sur le livre rouge, dans un autre truc qui s'appelle Les Épreuves, mais il arrête encore une fois sans explication. Donc ça, c'est des figures de Jung, là, par exemple, c'est l'expérience, c'est-à-dire l'homme en rouge et noir qui va se confronter à son inconscient. Là, ce que vous voyez là, vous voyez que même un petit homme là, qu'on distingue à peine, vous le voyez. Donc ça, c'est l'image de Dieu, en fait. Et le rayon divin qui va, ça c'est la phase d'illumination, le rayon divin qui va désintégrer en quelque sorte la psyché et laisser à l'ombre, là c'est l'ombre représentée par le serpent. Tout ça, c'est des images de Jung à l'intérieur de son inconscient. Voilà. Alors, vous voyez cette image, elle est super, parce que là, c'est quand Jung, au milieu de son inconscient, habillé en blanc, là, il va rencontrer deux figures très importantes. Et les Romains, le guide supérieur, on a tous un guide supérieur à l'intérieur de nous. Le guide supérieur, ça peut être Dieu, ça peut être Mohamed, ça peut être n'importe qui. Pour lui, c'est le prophète Élie, par exemple, mais parfois c'est Isaïe. Donc le guide supérieur, c'est vraiment la figure d'un archétype, en fait, qui nous aide de l'intérieur de soi à nous élever. Et ce guide, quand il est arrivé le voir, il est arrivé avec une femme, Salomé, c'est l'anima, c'est l'âme même de Jung. Et donc, au départ, cette âme va lui paraître complètement désastreuse, etc. Et il va l'aimer et l'intégrer petit à petit. Ça, c'est une représentation de son guide, Philémon, il l'appelle, et qu'on va retrouver des Al-Bashtiyin, les Zoroastriens, ils sont la figure de l'ange, avec des ailes, etc. C'est un archange, en fait. Ça peut être Raphaël, ça peut être Michael, ça peut être Gabriel, etc. Ça, c'est une autre figure. Il a été très influencé par la culture orientale. Vous voyez que le cadre, en avant-plan, on voit une société zurichoise, en fait, des gens de Zurich. Les trucs en arc plein cintre, une architecture presque médiévale, etc., très arabo-musulmane. Et la figure de Philémon, cette fois le guide supérieur, un peu à l'oriental, et vous remarquez le mot venez, voilà, en arabe, il écrit, alors le livre rouge, c'est beaucoup en latin, beaucoup en. Donc, alors qu'est-ce que ça représente ici? Ah oui, le voyage en Tunisie. Il a effectué un voyage un peu partout, en Inde, etc. Mais le voyage en Tunisie et le rêve de Jung en Tunisie, il y a des ouvrages qui ont été écrits sur le rêve tunisien de Jung.
Donc, c'est pour ça qu'il est influencé par tout ce qui J'ai est remarqué une habitation tunisienne. la mer. Non, c'est Et voilà, les marabouts, etc., les mausolées, l'architecture moderne, etc. Voilà. Là, c'est toujours des figures. Je ne vais pas vous analyser ça. Là où il y a un serpent, c'est l'ombre, c'est l'inconscient. Alors, il va passer, bien sûr, la barque, l'image de la barque, parce que le guide supérieur, quand il va nous faire traverser les abîmes de l'âme, il va nous traverser, il peut le faire dans. C'est là le lac de Zurich, juste à côté. Alors, les mandalas, en fait, les mandalas vont avoir un processus dans l'imagination active. La technique de l'imagination active, c'est l'amplification. L'amplification. Il va prendre une image, il va l'amplifier, chercher le symbole derrière le symbole, la croix derrière le croissant, etc. Jusqu'à retrouver le soi. Vous savez que les amplifications, jusqu'à arriver à des mandalas. Voilà. Et les mandalas, bien sûr, ça c'est les premiers mandalas, ils sont obscurs, etc. À une prédilection pour le bleu outre-mer. Qui me le bleu كل مندوبية وأمورها والفقد بتاعها. هذا حارس باش. Toujours donc l'œuf dans l'inconscient, etc. Et donc si je reviens à cette image pour conclure, alors, cette image, c'est la première image sur le livre rouge, c'est juste la lettrine, la lettre D Dieu. Okay. Donc, elle est la première image par laquelle commence le livre rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette image? D'abord, lui, il faut dire que Jung, il est influencé par les médiévistes, il procède un peu à la manière de Giotto, de Chinabui, de Fra Angelico, de Piero della Francesca, etc. Et donc, c'est des registres. Là, évidemment, il y a des illusions d'optique par la profondeur, la perspective atmosphérique, etc. Mais on a des registres, et les registres sont clairement. On a le D, là, il est en premier plan, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? En profondeur, là, le premier registre, c'est les profondeurs, c'est-à-dire un monde aquatique, des poissons, un monde, le monde sous-marin, c'est l'invention. Puis, en deuxième registre, la vie de Jung sur le lac de sa maison sur le lac de Zurich, où il va construire une tour qu'il appelle la tour gothique. Il va construire cette tour de ses propres mains, qui va la remplir d'objets d'art aussi fabriqués de ses propres mains. Là, on a les montagnes de Kustmark, au bord du lac de Zurich. Là, la partie. Oui, il faut vraiment savoir la prononcer. Donc, voilà, là les montagnes, là le ciel, et dans le ciel le plus élevé, vous allez tomber sur des symboles. D'abord, les couleurs, ça change, ça devient doré. Puis, on a le croissant, on a une lune, là, on a un rayon divin, on a cette croix, là, les signes d'astrologie. Moi, je fais ça. Et puis, la bordure en jaune qui représente le soir. Donc, je publie à l'autre page. Non, juste pour conclure. D'un point de vue esthétique, en fait, les images que je vous ai montrées et qui circulent parmi vous, des enluminures ou des aquarelles, témoignent d'abord d'une maîtrise remarquable des moyens plastiques, d'un ancrage profond dans les traditions artistiques médiévales et ésotériques. La composition, la palette chromatique et la stylisation des figures révèlent non seulement un savoir-faire artistique, mais aussi une parfaite connaissance de la symbolique sous-jacente au bagage figuratif qu'il déploie. Donc là, on passe le corps propre et vécu
par Jung, le corps propre, matrice structurante et structurée, machine de perception selon Merleau-Ponty, devient pour Jung un corps archétypal imaginal, mais surtout un corps incarné. Et les images là qui sont bourrées de symboles où il n'y a rien qui est laissé au hasard, d'ailleurs pour lui il n'y a que des synchronicités et le hasard c'est très important. Donc les images elles ont une portée, enfin elles doivent être lues, visibilisées et lues comme un corps incarné, l'inconscient incarné et le corps en acte, en gestation. Voilà. سامحوني كنت طولت عليكم. Merci beaucoup. C'est enthousiasme. J'avais vu